Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. 2018 arrive à son terme, dans quelques jours, nous allons fêter cette fin d'année, mais on doit quand même admettre que cette année 2018 a été très riche en événements sportifs. Et quand j'entends événements sportifs, je dis événements sportifs féminins, parce que c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons tenter de faire un bilan du sport féminin sur l'année 2018. Et ça, nous allons le faire au travers de 4 sports majeurs. Alors, le foot, qui vient de terminer sa CAN en beauté, une CAN qui a eu lieu au Ghana. Le basket, avec la belle prestation des équipes africaines lors du mondial en Espagne. Le tennis et la suprématie de la Queen Serena. Et l'athlétisme, avec ce rendez-vous manqué des championnats d'Afrique d'athlétisme qui ont eu lieu à Asaba, au Niger. Je sais, le sport féminin ne se limite pas à ces 4 sports, à ces 4 activités, et bien heureusement, et je vous promets qu'en 2019, tous les sports féminins, toutes les grandes championnes auront leur place dans Sport Palabre et plus généralement sur Stade Afrique. Mais pour le moment, c'est le bilan 2018. Alors, pour parler de ces sports, j'ai la chance d'avoir avec moi une journaliste confirmée, puisque je vous présente Siani Dalmat, journaliste de l'équipe. Bonjour Siani. Bonjour à tous et à toutes. Et j'ai également à mes côtés Ayodele Ikwessan, athlète olympique, vice-championne d'Europe, qui vient de me reprendre en me disant que c'était pas au Niger, mais au Nigeria à Saba. Bonjour Ayodele. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, alors cette année 2018, là, on est presque, on arrive aux festivités. Avant de regarder les premiers sujets, Siani, un souvenir 2018 d'un sport féminin, une championne qui Moi, je vais rester sur le domaine que j'aime, c'est le football. Ouais. Et je vais dire l'équipe de l'Olympique Lyonnais, qui a encore gagné la Ligue des Champions, qui a brillé en championnat de France. Voilà, c'est une équipe que j'aime voir et que j'aime suivre parce que c'est des vraies championnes qui font toujours tout pour rester au plus haut niveau. C'est vrai qu'en plus, elles écrasent un peu tout sur un passage. Exactement, mais parce qu'elles travaillent aussi beaucoup. C'est pas simplement facile, c'est parce qu'elles ont beaucoup de travail. Et là, je pense aussi qu'on peut saluer et féliciter le club qui fait vraiment beaucoup pour cette équipe féminine. Oui, c'est un club qui œuvre beaucoup pour le football féminin. Ils ont été récompensés avec une de leurs joueuses, Adaï Gerber, qui a reçu le premier ballon d'or. On en reparlera juste après. Voilà, amplement mérité, mais voilà, c'est vrai que Lyon fait beaucoup pour le football féminin et il faut saluer tous les efforts de ce club. Donc Siani, football, Olympique Lyonnais, Ayodele. Alors moi, c'est un sport que je connais moins, mais en tout cas, il y a eu du coup le basket cette année avec du coup le championnat du monde. Et c'est vrai que les prestations du Sénégal et du Nigeria, ça a quand même été, je pense, des belles performances vu le ranking de départ et encourageant pour ces pays. Avec une belle 8e place pour le Nigeria qui a perdu contre le vainqueur du championnat, à savoir les États-Unis comme d'habitude, qui avait même bien tenu pendant le premier quart-temps. C'est ça, après, et qui après a un peu effondré, mais c'est encourageant en tout cas, je pense qu'il faut les encourager. Ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Alors, mesdames, je vous propose d'abord de regarder un premier sujet, comme ça on va parler un petit peu justement de foot et de basket, un sujet d'Azine Alaoui. Même si le sport féminin connaît un essor important un peu partout sur le globe et que les athlètes féminines se démarquent de plus en plus de leurs homologues masculins pour leurs performances, la jante féminine ne connaît pour autant pas le même sort sur la scène sportive africaine. Dernier exemple en date, la 13e CAN féminine de football qui s'est tenue du 17 novembre au 1er décembre dernier au Ghana est largement sous-exposée par les médias. Une absence de notoriété pour ces sportives due selon certains observateurs à leur trop faible niveau de jeu, ce qui n'est pas si évident que cela. Certes, une équipe comme la Guinée équatoriale, qui a encaissé 18 buts en seulement 3 matchs de poule, était clairement en difficulté lors du tournoi, mais les Nigérianes qui ont poursuivi leur domination outrageuse sur leur discipline avec un 11e sacre continental en 13 éditions pourraient-elles très certainement rivaliser avec des sélections nationales masculines. Une négligence à l'égard du football féminin que l'on retrouve aussi dans d'autres sports tels que le basketball, comme en témoigne la dernière Coupe du Monde disputée au mois de septembre dernier en Espagne. Une compétition remportée sans grande surprise par les États-Unis, berceau de ce sport, mais où les 2 sélections africaines engagées ont écrit l'histoire. Les Sénégalaises sont ainsi devenues la première équipe du continent à décrocher une victoire lors des phases de poule de l'épreuve,
Un succès face à la Lettonie, le premier pour l'Afrique face à une nation européenne qui a permis aux Lions de la Teranga, déjà auteur du premier succès africain de l'histoire de la compétition en 1990, d'entrer un peu plus dans la légende. Les Nigérianes ont quant à elles réalisé l'exploit d'atteindre les quarts de finale du tournoi, une performance inédite pour l'Afrique qui bloquait jusque-là au stade des huitièmes de finale. Les 10 Tigresses s'inclineront finalement face à l'ogre américain et termineront le mondial à une belle 8e place. Un classement et des exploits qui montrent que le niveau des équipes féminines africaines, à défaut d'être comparable à celui des grandes nations, est en constante progression. Alors, on vient de le voir dans le sujet d'Asdine, constante progression. Moi, on va d'abord revenir sur la CAN et cette CAN féminine, sur le foot, parce qu'en plus, on en parlait en plateau tout à l'heure avec Samy, Stade Afrique a été quasiment la seule chaîne à consacrer un JT, une actualité quotidienne sur cette CAN. Comment est-ce que c'est possible, Samy ? Pourquoi ? Parce que c'est encore, je pense, une discipline qui est encore peut-être méconnue sur le continent. Le foot non, le foot féminin en tout cas. Le foot, évidemment, c'est le sport numéro 1 au monde. Tout le monde connaît le football, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont encore du mal à se dire que des filles peuvent jouer au foot. C'est sans doute un petit peu aussi le cas sur le continent africain. Il y a quelques mois, en mars dernier, le président de la Confédération africaine, donc Ahmad Ahmad, justement, parlait du football féminin. Lui, il avait envie que ça se développe un peu plus, mais il disait voilà, que les traditions faisaient qu'on avait peut-être aussi un petit peu de mal à laisser leur place aux femmes dans cette discipline. Et effectivement, on peut comprendre que médiatiquement, ce soit encore un sport qui n'a pas encore toute sa place. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Alors effectivement, c'est la 13e édition de la CAN depuis, il me semble, 1991, si je ne me trompe pas. Donc, et encore, il n'y a pas eu vraiment des compétitions tous les 2 ans. Il y a des moments où on n'a pas eu de CAN. Parce que quoi, faute d'équipe, je pense que faute de niveau, faute de pays volontaires pour organiser. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer que le foot féminin a pris un petit peu de temps à s'installer sur ce continent. Après, il y a des équipes comme le Nigeria qui arrivent bien à se structurer, qu'on retrouve souvent en Coupe du Monde. Enfin, qui a perdu quand même. Hein. Oui, mais bon. Qui a perdu contre l'équipe d'Afrique du Sud, qui est quand même une équipe qui est quand même très surprenante. Oui, mais ils ont perdu en poule. En poule, après, ils ont gagné. Oui, c'est pas non plus... 1-0, c'est pas non plus la défaite la plus humiliante qui soit, mais voilà, c'est une très bonne équipe qu'on retrouve souvent au très haut niveau. Il y a des pays comme ça qui arrivent un petit peu à se structurer, à monter des équipes nationales, et puis il y a d'autres équipes où c'est un peu plus compliqué, mais il y a des efforts qui sont effectués. Il faut les saluer, même si c'est un petit peu décevant de voir qu'il n'y a pas plus de médias qui suivent ces équipes-là, qui le méritent sans doute. Hein. Mais si on peut faire un petit peu le parallèle avec l'Europe, c'est pareil, et pourtant en Europe, le foot féminin est un peu plus avancé. Mais ce n'est pas pour autant que les joueuses ont un suivi médiatique constant. Une dernière chose, justement, si on parle de niveau intrinsèquement de ces équipes de la CAN féminine, ça donne quoi ? Il y a effectivement la Guinée équatoriale qui a pris 3 valises, mais sinon... Alors, les équipes africaines, c'est vrai qu'on a du mal à les voir jouer tout au long de l'année. Hein. Moi, je les vois surtout quand elles affrontent l'équipe de France, par exemple. Dernièrement, on a eu France-Afrique du Sud l'année dernière, en 2017, à La Réunion. Il y a eu 2-0 pour la France. En revanche, l'Afrique du Sud, qui on le rappelle, a fait la finale de la CAN. En revanche, le Ghana a perdu 8-0, le Nigeria 8-0 et le Cameroun 6-0. Donc voilà, on voit que quand même par rapport à une équipe comme la France, il y a encore du boulot et le niveau n'est pas encore celui des grandes nations européennes. Il faut savoir que la France est dans le top 3, top 4 du classement FIFA régulièrement. Donc c'est vraiment une équipe à chaque fois qui va prétendre aller au bout des compétitions. Donc c'est bien de se niveler par rapport à ces équipes de France. Moi, quand je les vois... ce qui me marque, c'est qu'effectivement, physiquement, elles sont là présentes, elles sont combatives, mais c'est vrai que techniquement, il manque peut-être un petit peu encore de niveau par rapport à une équipe comme la France. Et puis, elles finissent souvent par craquer en seconde période parce que voilà, il n'y a pas le foncier comme il peut y avoir en équipe de France. Quand on voit Ayodele, alors je sais que le foot, c'est pas votre domaine de prédilection, même si vous aimez le sport et tous les sports. Quand on voit, par exemple, des équipes comme, on en parlait tout à l'heure, le Nigeria ou l'Afrique du Sud, qui ont été donc finalistes de cette CAN. Le Nigeria, la plupart des joueuses jouent soit au Niger, soit en Suède, je crois, principalement, en Scandinavie. Le Mali, Cameroun, quelques joueuses qui jouent en France, le reste joue dans les pays. Est-ce que c'est ça aussi qui leur manque, c'est d'être exposées? Et l'Afrique du Sud, on en parlait avec Céline tout à l'heure, on ne sait pas, on les connaît à peine, alors qu'elles ont perdu que 2-0 face à une équipe de France où les joueuses sont à Lyon, PSG, des vraies grosses locomotives. Est-ce que c'est ça qui leur manque? Est-ce que c'est le quotidien? Est-ce qu'elles sont un peu dans quelque chose qui
ressemblerait presque à de l'amateurisme par rapport à des filles qui jouent vraiment dans du professionnel? Bah, je ne sais pas si c'est exactement ça qui leur manque, mais je pense que c'est vrai que d'être confronté aussi à jouer dans des clubs importants, comme on peut en avoir comme l'Olympique Lyonnais ou d'autres qui amènent un certain niveau dans le football féminin, je pense que c'est aussi important pour progresser. Et c'est vrai que bon, je me suis un peu renseignée aussi parce que je ne connais pas très bien le foot, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de compétitions qui permettent en fait à ces équipes de pouvoir savoir en fait à quel niveau elles se trouvent et finalement aussi voilà, savoir aussi les éléments qu'elles doivent travailler, là où elles doivent progresser. Et c'est vrai que on va surtout savoir à quel niveau elles sont dans des grandes compétitions comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Mais c'est généralement un peu trop tard pour savoir ce qu'il en est, si l'écart est trop important et du coup mettre en place justement quelque chose qui pourrait les aider à progresser dans tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose à structurer à la base pour que les filles puissent monter en compétences et progresser déjà tout au long des saisons et derrière pouvoir en sélection pouvoir optimiser tout cela et avoir des équipes peut-être plus compétitives. Mais justement, Ayodele en parle, la Coupe du Monde, donc là il va y avoir 3 équipes. Ouais. Nigeria, Afrique du Sud et Cameroun. Ouais. Alors, on va s'attendre à quoi à cette Coupe du Monde féminine? Est-ce que ça va ressembler un peu à ce qui s'est passé avec les garçons, c'est-à-dire aucune équipe qui sort des poules? Vous attendez à quoi, vous? Moi, je suis toujours prudente avec le sport parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut avoir de très bonnes surprises, comme on dit, on ne connaît pas très bien ces équipes. Donc, si elles ont une bonne préparation, elles peuvent très bien sortir des poules, parce que finalement, hormis les vraiment grosses équipes comme l'Allemagne, les États-Unis, la France, ou Norvège peut-être un peu moins, mais voilà, des grosses équipes comme ça dont on sait qu'elles vont sortir des poules et qu'elles sont vraiment très fortes. Derrière, le niveau peut-être est un peu plus homogène. Donc, les équipes africaines peuvent aussi jouer leur chance. Crânement. Le Nigeria, par exemple, est habitué à participer à la Coupe du Monde, donc on peut s'imaginer qu'elles vont passer la phase de poule. L'Afrique du Sud, pourquoi pas, finalement, elle peut aussi, si elle joue sa chance à fond, elle peut aller au-delà des poules. Le Cameroun, je ne sais pas trop, parce que ce n'est pas une équipe que je connais vraiment. Mais oui, pourquoi pas. Il ne faut pas partir défaitiste en disant qu'elles ne vont pas y arriver. De toute façon, tout est jouable. Tout est jouable à partir du moment où elles sont qualifiées et qu'elles ont Moi, je pense que c'est la préparation qui fera le tout et qui sera le plus important. Si elles arrivent à bien se préparer et arriver prêtes en France, elles peuvent y croire et pourquoi pas espérer aller loin dans la compétition. Est-ce que vous vous attendez avec cette Coupe du Monde à venir en 2000? Alors nous, on est supposé parler de 2018, mais là, on bascule sur 2019 parce que c'est quand même l'événement football féminin de ces années. Vous vous attendez à quoi? Une belle fête? On espère la même effervescence qu'une Coupe du Monde masculine? Alors, dans l'idéal, oui, on espère la même effervescence. Après, est-ce que ça sera la même, c'est encore autre chose, mais on espère en tout cas que... on peut imaginer que ce sera bien organisé. C'est ça, on espère que ce sera bien organisé, que ce sera une belle fête, qu'on pourra mettre à l'honneur aussi les footballeuses féminines et qu'on aura du beau jeu, du spectacle, des beaux matchs et justement mettre aussi en valeur, en avant le football féminin. Ouais, ce qui permettra aussi aux filles peut-être d'intéresser les gens, c'est de bien jouer, c'est de montrer que leur sport vaut la peine de faire le déplacement. Moi, je sais que ça vaut le coup parce que c'est un sport, discipline que je suis depuis longtemps, mais des fois les gens sont réticents parce qu'ils ont quelques a priori dans la tête et peut-être qu'en voyant jouer ces filles, en se disant c'est pas tellement différent de ce que peuvent offrir les hommes en termes de jeu notamment, en termes d'intensité, de suspense, de scénario. Peut-être que ça donnera envie aux gens de revenir après ça. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Norvège parce qu'en fait, je pensais au Ballon d'Or. Oui. Et vous parliez justement des sportifs. Je voudrais revenir un petit peu sur cette petite polémique qu'il y a eu autour du Ballon d'Or. Ada Hegerberg, c'est ça? Ada Hegerberg. Hegerberg, qui est l'attaquante de l'Olympique Lyonnais. Et on dirait que ce Ballon d'Or se résume à la faute de goût, le sexisme et le comportement inapproprié du DJ Martin Solveig qui lui a demandé si elle twerkait. Et j'ai l'impression que ce Ballon d'Or, même celui de Modric et celui de Mbappé, sont presque passés au second rang de ce buzz autour de cette attitude sexiste. Comment vous appréciez ça? Vous trouvez que c'est plutôt bien parce que ça fait bouger les choses et on ne laisse plus passer ça? Ou vous trouvez que c'est dommage qu'on réduise encore une grande sportive, la meilleure joueuse de foot donc du monde de cette année 2018,
Et on oublie qu'elle a été une grande joueuse et on ne parle que du fait qu'il y a quelqu'un qui a osé lui dire, lui poser la question, c'est vrai, c'est twerking. Bah, c'est un peu des deux. Moi, je pense qu'on est encore dans l'esprit, dans le mouvement un peu MeToo, où on laisse moins de choses passer justement sur ces réflexions sexistes. Peut-être qu'il y a 2-3 ans, ça aurait moins fait parler. Et voilà, c'était le moment d'Anna Hegerberg, pardon. Et voilà, c'est un petit peu gâché, mais en même temps, il s'est excusé. Après, Martin Solveig, non, mais je sais que c'est toujours compliqué. Il aurait mieux fallu qu'il dise rien. Faire, oui, bien sûr. Mais il aurait mieux fallu qu'il ne fasse pas cette erreur, mais en tout cas, il l'a reconnu et il faut avouer, en tout cas pour moi, à demi pardonné. Maintenant, il faut quand même reconnaître tout le travail qu'Ada Hegerberg a fait pour arriver à ce niveau-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, son discours, c'est celui que j'ai retenu, où elle incite justement les petites filles à jouer au football, à croire en leurs rêves. Et je pense que voilà, cette polémique, elle est malheureuse et ce serait bien de la mettre un petit peu de côté maintenant et de se tourner plutôt vers le discours plutôt positif qu'elle a fait, vers toutes les valeurs qu'elle transmet, parce qu'elle transmet des valeurs de travail, de courage, de persévérance. Et je pense que c'est plus important qu'une maladresse d'un DJ qui peut-être s'est voulu drôle et qui n'a pas été drôle du tout et qui lui a peut-être un petit peu piqué son moment, et encore que même elle a préféré éclipser la chose. Parce que malgré tout, même si temporellement, bon, c'est déplacé, elle reste quand même le premier ballon d'or féminin, et il y a enfin un ballon d'or féminin. Bah moi je trouve pas que justement la polémique prend le pas sur le fait qu'elle ait reçu le premier ballon d'or d'une femme footballeuse. C'est pas ça qu'on va retenir. Voilà, moi je trouve qu'on retient plutôt le fait que symboliquement c'est le premier ballon d'or qui a été du coup remis à une joueuse de foot, et surtout derrière il y a aussi le fait de ne pas laisser passer justement ces préjugés, ces paroles qui en fait il y a quelque temps auraient été considérées comme étant drôles ou de l'humour, parce que c'est important aussi derrière de se battre en fait contre ces clichés, et je pense qu'elle a eu raison à ce moment-là de partir, parce que c'est vrai qu'elle est sportive, elle est là, on lui remet une récompense par rapport à ses performances et pas par rapport à son physique ou quelque chose comme ça. Donc c'est important aussi de pas laisser, de faire attention à ces deux choses et de prendre en compte ces deux éléments, même si ce qui compte le plus c'est le fait qu'elle ait été récompensée par le Ballon d'Or pour sa superbe saison. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'elle a été très très classe, parce qu'elle n'en a pas fait des cases. Non, effectivement. Elle a tourné la page, elle est passée. Elle est passée, mais c'est tout à son honneur, parce que de toute absolument. façon, ça n'aurait servi à rien qu'elle enfonce le clou. C'est un incident, malheureusement, qui s'est passé en direct. Voilà, on passe à autre chose. Elle a son Ballon d'Or, elle est récompensée. Voilà. Avec Modric, Mbappé, c'est l'image qu'elle doit garder. C'est ça. Alors, je vous propose de passer à autre chose. On va passer au basket, parce que le foot, vous le savez bien, on peut en parler pendant des heures et des heures. Donc, le basket, mesdames, Nigeria-Sénégal, Coupe du Monde en Espagne. Donc, une belle 8e place pour le Nigeria, comme on le disait en préambule. Le Sénégal qui a battu une équipe européenne, la Lettonie, qui n'est pas n'importe quoi. On a fait plein de sport palabres autour du basket, et notamment du basket féminin en Afrique, et on a souvent résumé un peu tout ça comme étant le basket féminin encore un peu un basket d'amateur. Un, à cause des infrastructures, 2, à cause des moyens qui sont dédiés à ça, même chez les hommes, 3, à cause des coachs, de la formation, de la culture. Quand on voit par rapport aux États-Unis, où il y a... Alors, bien évidemment, on fait un grand écart qui n'a peut-être pas lieu d'être. Mais je lisais un article et des commentaires où les États-Unis ont vivacité, vitesse, dureté, force, là où les autres équipes ont peut-être un truc de par-ci, par-là. Et le décalage est tel qu'à la finale, on se retrouve USA 73, Australie 56. C'est quoi l'avenir du basket féminin? Ça reste les États-Unis, ce sera toujours les États-Unis? Pour l'instant, c'est un peu le cas. Après, faut espérer justement que les autres équipes progressent et que ce soit un peu plus serré. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une telle marge aussi avec les États-Unis. Il y a tout un système derrière, toute une organisation. Même quand on voit le système universitaire, le système, tout ce qui est organisé autour du sport aux États-Unis, autour du basket, ils ont en fait un vivier qui est immense, qu'ils entretiennent et qu'ils accompagnent jusqu'au haut niveau. Donc c'est vrai que dans tout plein de sports, finalement, on parle là du basket, mais on pourrait parler de l'athlétisme. On en parlera après. Voilà, parler de plein d'autres sports. La natation aussi, ça. Oui. Il y a les infractions, en tout cas l'organisation. Et puis aux États-Unis, le sport, c'est vraiment, c'est important. C'est-à-dire que la réussite, qu'elle soit sportive, scolaire, etc., c'est au même niveau. Donc les gens, on leur donne les moyens de progresser et d'atteindre le haut niveau. Donc c'est vrai que dans le basket, ça se voit beaucoup. Je pense que ça se voit aussi dans plein d'autres sports, mais peut-être que l'écart est moins important. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on ne parle pas du même sport, qu'elles ne font pas le même sport en fait. Le problème, c'est que, comme le disait justement Yodélé, c'est qu'il faut une volonté politique aussi pour que les sportives en Afrique
progressent. Il faut leur mettre des moyens à disposition. Il faut qu'on soit d'accord sur le fait que le sport est aussi important que d'autres éléments de la vie et qui peut permettre aussi de progresser, de s'élever, d'arriver quelque part dans sa vie. Et tant que ce ne sera pas compris comme ça, et ben, elles ne pourront pas faire autrement que de finir 8e à une grande compétition. Ça qui est déjà pas mal. Mais bon, quand on fait du sport de haut niveau, on a envie d'aller chercher la première place. On n'arrive jamais dans une compétition en se disant je vais simplement essayer de prendre la 4e, la 5e place. Non, on a envie d'aller très très haut. Mais elles ne pourront pas le faire si elles ne sont pas accompagnées, c'est pas possible. Donc elles ont besoin de moyens, elles ont besoin de coachs qui sont très bien formés, elles ont besoin mais pour avoir des coachs très bien formés, d'infrastructures. Ce que vous disiez, c'est qu'il faut que politiquement, il y ait des gens qui ont envie de les attirer. Exactement. Qu'on leur donne, vous mettez le meilleur des coachs, s'il n'a pas de terrain, il a... Oui, c'est clair. De toute façon, même un coach qui sait planifier, qui sait organiser un entraînement, etc., s'il n'a pas les moyens d'entraîner, de toute façon, il ne pourra pas non plus, il n'a pas de baguette magique, donc il ne pourra pas transformer une équipe. Donc c'est vrai que ça revient un peu toujours au même point de départ, c'est-à-dire qu'il faut des moyens, il faut une politique qui justement permette aux entraîneurs, aux sportifs de pouvoir s'entraîner dans des conditions qui sont correctes, décentes, et puis derrière les accompagner pour justement qu'ils puissent progresser et puis avoir des prestations de qualité dans des championnats pour en tout cas avoir les moyens d'aller le plus loin possible dans des compétitions. Mais c'est vrai que sans cette politique, sans cette volonté de départ, sans moyens, c'est difficile d'espérer un miracle à chaque fois d'équipe. Ça peut arriver, ça peut arriver si toutes les étoiles sont bien alignées. Et voilà, en sport, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de certitude. Mais à un moment, on se heurte aussi au fait que les États-Unis, effectivement, elles s'entraînent peut-être tous les jours. Il y a des joueuses qui sont boursières, donc voilà, elles vont faire des études, elles vont faire aussi du basket. Enfin, le sport, c'est vraiment ancré dans la culture et on pense que ça peut aider aussi dans la vie. Voilà, exactement. Donc, Seigneur, on est obligé de terminer la première parce que vous savez, donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la CAN féminine, il y a des belles équipes et du beau jeu chez les filles au niveau du foot et que le basket, on peut encore féliciter le Nigeria et le Sénégal. Et nous, on se retrouve juste après ça pour parler de tennis et d'athlétisme. Sport Palabre, deuxième partie, bilan féminin du sport sur cette année 2018. Nous voilà de retour, toujours avec Céline Dalma, toujours avec Ayodele Ikwessan. On a parlé, mesdames, de foot et de basket. Maintenant, on va parler du sport préféré d'Ayodele, du tennis. J'ai adoré le tennis, c'est juste que je n'étais pas faite pour le tennis. Non, parce que je rappelle qu'Ayodele est quand même une athlète olympique et on parlera d'athlétisme en fin d'émission. Alors, le tennis féminin qu'on accuse de tous les maux. Un championnat en fait russe, où il n'y a que des joueuses qu'on ne connaît pas, robotisées, des filles qui tapent en fond de cours, il n'y a rien de glamour, aucune personnalité qui sort de tout ça, à part bien évidemment la reine Serena Williams, qui a en fait, depuis que Sharapova n'est plus dans le circuit à cause des histoires de dopage, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'elle et qu'en fait elle a totalement tué le tennis féminin. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Siani ? Je ne suis pas forcément d'accord en fait. Il y a de très bonnes joueuses qui se sont révélées cette année. Par exemple, moi je pense à Simona Halep. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Alors effectivement, peut-être en termes de charisme, c'est moins spectaculaire que Serena, mais en même temps elle est tellement charismatique, Serena Williams, que c'est difficile d'être à son niveau. Mais je pense pas qu'elle ait tué le tennis justement. Quand elle mais Simona Halep, ça va dire. Non, ça peut être amené à durer. Ça dure 2 ans, 3 ans. Non, peut-être pas parce que. Comme beaucoup d'autres. C'est une joueuse Azarenka, tout ça. Azarenka, c'est un peu plus éphémère, mais bon, Halep, il y a du travail derrière. Elle n'est pas arrivée là par hasard. Elle a un parcours un peu sinueux. Voilà, ses victoires cette année en Grand Chelem, ça récompensait aussi tout un parcours vraiment qui a été construit. Serena, déjà, elle revient. Siani, elle est loin de Serena Williams.
Pas si loin que ça, parce que Serena, Non, mais finalement... en termes de représentation, quand vous prenez... Serena, elle a combien de carrières derrière elle? Vous prenez les 4 joueurs emblématiques chez les hommes. Ça fait 15 ans qu'ils sont là, ils se bataillent et tout ça. Serena, il n'y a personne qui bataille avec elle. Il y en a une qui apparaît de temps en temps. Il y avait Sharapova, mais bon, après, il y a eu des histoires qu'il ne fallait pas. Mais Serena, elle couvre quasiment 2 décennies de son sport. Alors effectivement, peut-être qu'il y a moins de densité. Il y a ça, mais exactement, qui est toujours là d'ailleurs, qui n'a pas pris sa retraite. Mais voilà, après moi, je ne suis pas spécialiste tennis. Hein. Mais j'ai pas l'impression qu'elle ait tué son sport parce que justement, quand il y a une joueuse aussi forte, elle oblige les autres à se mettre à son niveau. Sauf qu'à la fin, à chaque finale, on sait que c'est Serena qui arrive. La preuve du US Open, elle n'a pas gagné. Elle a été battue. Oui, bien sûr, mais bon, ça veut dire que... Et après, justement, il y a ce petit problème Kim Clijsters, elle est revenue une grossesse, elle a réussi à remporter un grand chelem. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas imbattable, elle n'est pas surhumaine. Oui, mais bon. Il y avait un jeu qui était... il y avait Justine Henin qui était des choses agressives. On sentait qu'il y avait de la personnalité. Il y a de la personnalité. Sloane Stephens, elle a de la personnalité. Moi, Simona Halep, je trouve qu'elle a de la personnalité. Il y a plein de joueuses qui ont de la personnalité aussi. Après, c'est vrai que peut-être qu'il y a moins d'aura, de charisme, il y a encore que j'en suis même pas sûre. C'est un peu aseptisé quand même. Ayodele, qu'est-ce que vous en pensez? Aseptisé, je dirais pas, mais c'est vrai que Serena Williams, je dirais pas qu'elle tue le tennis, au contraire, je pense qu'elle tire et qu'elle maintient le tennis vers le haut et le tennis féminin, parce que de par son palmarès et de par ses qualités, en fait, voilà, elle est toujours présente et toujours aussi forte. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être aussi chez les femmes moins de densité, il y a peut-être aussi des questions à se poser sur pourquoi est-ce que chez les hommes, finalement, il y a peut-être plus de suspense quand on a les 4 meilleurs, les 4 du top qui se rencontrent en finale et qu'on revoit régulièrement, alors que chez les femmes, c'est un peu plus fluctuant. Il y a peut-être une question, rien qu'à la base, sur la formation. Est-ce que les meilleures joueuses arrêtent plus tôt? Est-ce qu'elles rencontrent des difficultés autres qui font que finalement, elles abandonnent? Moi, je pense que Serena, c'est vraiment au-delà même de la joueuse de tennis, c'est quelqu'un qui se bat en fait, et je pense qu'elle se bat tellement contre les stéréotypes, les préjugés, contre tout ça. Parce qu'on va dire que c'est la femme noire dans tout ça, la championne. Moi, je trouve que ça lui donne justement encore... Enfin, voilà, je pense que ça lui donne encore plus envie d'y arriver. Ouais. Au-delà de son sport. Mais ça va au-delà du tennis. Il y a des joueuses qui sont simplement joueuses de tennis, mais Serena Williams, je pense qu'elle a dépassé le cadre du tennis. Oui, bien sûr. Et après, moi, en termes de personnalité, par exemple, j'ai beaucoup aimé la petite Osaka aussi, qui a gagné cette année. C'est une joueuse qui a de la personnalité et qui toute jeune, donc ça veut dire qu'elle peut dans quelques années Après, il y a des écarts de génération. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de... Elle a presque 40 ans, Serena. Hein. Elle est pas loin de ses 40 ans, donc voilà. Il y a des petits... Oui. Elle a 37, 38 ans. Oui, elle a 37, c'est vrai. Oui. Donc, et Osaka doit avoir 20 ans, 21 ans. Ouais. Bon, en fait, je pense que c'est plus ça qui est choquant. Mais c'est des joueuses qui ont besoin de se construire et qui peut-être auront une histoire aussi belle dans quelques années. Moi, je te rejoins aussi parce que finalement, Serena, elle a 37 ans. Là, on parle de joueuses qui ont peut-être 24, 25 ans. Ouais. Donc, du coup, en fait, il y a des écarts générationnels. Et la question, c'est pourquoi est-ce que, en fait, Serena, c'est une des seules survivantes de sa génération. Et pourquoi est-ce qu'on a un trou aussi important dans le tennis, justement? Est-ce que ça veut dire que les jeunes joueuses, finalement, arrivées à 26-27, elles arrêtent tout simplement parce qu'il y a des circonstances? Moi, j'ai une réponse à ça. Enfin, j'ai une proposition à vous faire. J'ai l'impression que ce métier, notamment avec toutes les joueuses de l'Est, ce métier, voilà, c'est ça. C'est plus une passion, c'est un métier. Elles viennent faire 2-3 ans performer à fond. Elles se font suffisamment d'argent pour vivre tranquillement derrière. Et puis voilà, elles n'ont pas fait ça comme étant une passion intrinsèque, quelque chose qu'elles vivent au quotidien, qui leur donne la foi de se lever tous les matins, d'aller se battre et de gagner comme peut le faire Serena, qui porte, comme vous le disiez, Céline, tout un tas de choses et qui véhicule tout un tas de symboles. Et que les autres, en fait, elles arrivent, elles sont grandes, elles sont puissantes. Elles arrivent à performer un peu sur le circuit pendant 2-3 ans et on les voit plus, ce qui fait qu'on ne sait plus, on ne les connaît pas, on ne connaît pas les joueuses. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je pense que c'est peut-être un petit peu à nuancer. Parce que, non, mais vraiment, parce que l'autre problématique du sport féminin, c'est aussi la maternité. Et il y a des joueuses aussi qui choisissent de faire une pause. À 20 ans ou 22 ans, elles sont pas... peut-être pas 20-22, mais peut-être arrivé à 24-25 ans, il y a des joueuses qui ont envie d'avoir un enfant, qui s'arrêtent et c'est pas forcément facile de revenir. Il y a quelques exemples comme ça, on parlait d'Azarenka tout à l'heure. Et c'est le cas, elle a été numéro 1 mondial, elle a gagné un grand chelem, mais elle a fait une pause bébé et derrière, c'était compliqué de revenir au plus haut niveau.
Voilà, il y a des situations un peu comme ça. Moi, je pense pas que ce soit que des joueuses qui ont envie de venir parce que faut gagner de l'argent et que c'est un métier. C'est un sport très très contraignant, très très dur. Le tennis très très exigeant. Ouais. Des fois, on arrive au bout, enfin, c'est mental. On peut plus. Et c'est pas forcément parce qu'on a fait 2-3 ans et on a gagné de l'argent, c'est juste parce que mentalement, on n'y arrive plus, c'est trop exigeant. Oui, et puis après, le tennis, c'est quand même un sport où on est tout le temps loin de Oui, chez soi. exactement aussi. Donc, on est seul, donc c'est pas un sport d'équipe. donc peut-être que potentiellement, alors moi je connais pas je connais pas particulièrement de tennis woman, mais peut-être qu'il y a une pression plus forte auprès des joueuses de tennis féminines sur le fait d'être tout le temps loin de leur conjoint, de leur famille, et peut-être que c'est plus pesant aussi. Il faudrait poser la question justement de pourquoi est-ce que chez ces athlètes et ces sportives, en fait, elles s'arrêtent du coup plus facilement, plus tôt que les garçons. Finalement, on voit toujours Joe Wilfried, enfin voilà, c'est quand même moins dispersé chez les hommes et il reste quand même plus longtemps. C'est là qu'on peut encore louer la carrière de Serena Williams. On va parler, avant de passer à l'athlétisme, je veux juste faire un point. Le tennis en Afrique, à part Serena Williams, afro-américaine, à part une petite joueuse, retenez bien son nom, qui s'appelle Cory Gauff, qui a à peine 14 ans, qui a été finaliste de l'US Open à 13 ans et demi et qui vient de gagner Roland Garros Junior dans les deux catégories. Cette jeune joueuse, il y a quoi au tennis africain ? Je ne sais pas. Je crois que malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques années, il y avait en Afrique du Nord, au Maghreb notamment, quelques Tunisie, champions. Maghreb, il y avait quelques... Mais c'est vrai que là, c'est moins visible. Alors, il doit y en avoir, mais pas forcément dans le très haut du tableau. Quoi. Puis je ne suis pas sûre qu'en termes d'infrastructure, ce qu'il faut pour qu'il y ait des cours de tennis sur chacun des stades. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être cette problématique-là qui fait que les gens font tout simplement pas de tennis. D'accord, donc s'ils ne font pas de tennis, ils courent. Et donc on va passer à l'athlétisme. Mais finalement, c'est peut-être plus facile de courir que de se trouver des raquettes, une balle de tennis, et un terrain entretenu. Il y a un coach qui peut t'entraîner au tennis. Parce qu'après, il y a tout qui va ensemble. Se voyager pour trouver des compétitions de tennis. Ayodele, c'est votre moment. L'athlétisme. Alors, l'athlétisme, il s'est passé plein de choses cette année. On va commencer par le meilleur. Les championnats africains d'athlétisme à Asaba, au Nigeria. Ça a été un fiasco. On a déjà fait un sport palabre autour de cet événement. Problème d'infrastructure, problème d'organisation, problème d'accueil des sportifs. Ça a été très très compliqué. D'abord, pourquoi le Nigeria, pourquoi Asaba ? Pourquoi Asaba moi, Asaba, je pense que c'était aussi... je rappelle que vous êtes vous-même. Je suis française et nigériane. Donc Asaba, si je ne me trompe pas, c'est aussi une région d'où vient Blessing Okaragbagri et d'où vient aussi le président de la fédération d'athlétisme. Donc je pense que c'était aussi une volonté finalement de faire les championnats autre part qu'à Lagos ou à Abuja ou Port Harcourt. Donc c'est pour faire plaisir. Voilà. Non, mais puis peut-être pour varier aussi, parce que je pense que l'occasion des championnats d'Afrique, c'est aussi de faire découvrir son pays. Donc c'est comme si on faisait tout le temps des championnats de France à Paris pour les étrangers ou des championnats d'Europe à Paris. Donc je pense que l'idée c'était aussi d'être dans un endroit qui est peu connu des gens, que les gens connaissent moins et peut-être partager un peu plus la culture nigériane de cette région. Mais alors qu'est-ce qu'on retient de ces championnats ? Alors, moi, j'ai été assez interpellée parce que du coup, étant athlète, j'ai quand même revu pas mal de tweets et de messages sur la situation chaotique de départ avec des gens qui dormaient donc à l'aéroport de Lagos parce que voilà, il n'y avait pas de connexion, de correspondance pour aller à Asaba directement, qu'au niveau du logement, c'était compliqué aussi. Ce qui est dommage, c'est que du coup, les performances sportives sont passées vraiment au second plan, c'est-à-dire qu'on ne retient pas du tout ce qui a été fait, ni les performances, ni les podiums, mais plutôt cette organisation qui a posé problème et qui du coup décourage aujourd'hui beaucoup d'athlètes en fait à aller faire des compétitions au Nigeria parce que ou même en Afrique même en Afrique parce que très déçus. Et c'est vrai que il y a eu aussi cette image globalement, on va dire à l'échelle du monde, du monde quoi, sur le fait que en Afrique on ne peut pas organiser correctement des championnats comme il se doit.
Donc c'est vrai que c'est triste de voir que, parce que le Nigeria c'est quand même un pays qui a des moyens aussi, de voir que les championnats se sont déroulés dans ces conditions-là et que du coup ça envoie aussi une image très négative du pays et puis du continent. Et la conséquence directe, Séni, c'est que les têtes d'affiche ne veulent pas participer à ce type d'événement. Du coup, on se retrouve sans les champions qui, en général, attirent les foules. Vous comprenez ça? Je comprends, oui et non, parce que c'est dommage de s'arrêter à l'organisation. C'est toujours important. Enfin, il y a quand même eu des compétitions qui ont été décalées au niveau des entraînements. Oui, non, après, je comprends que ça puisse être compliqué pour les athlètes de premier plan qui ont en plus un calendrier, j'imagine, assez serré, qui font programment leurs entraînements sur des semaines et qui n'ont pas forcément envie que tout soit bousculé. Mais voilà, après, moi, je trouve ça, oui, effectivement, un peu dommage parce que, justement, je pense que le Nigeria et peut-être les pays d'Afrique ont besoin de ces têtes d'affiche, ont besoin de ces compétitions aussi pour progresser. On le disait tout à l'heure sur les autres sports, mais pour l'athlétisme aussi, se confronter aux meilleurs, et ça aide à progresser tout simplement. Donc, ça attire des sponsors, ça fait oui, effectivement. Et puis voilà, ça permet de passer à un autre niveau. Donc oui, à ce niveau, c'est dommage. Oui, et puis je pense que c'est important aussi de pouvoir faire des compétitions, mais dans différents pays. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire par sécurité, on va faire tel championnat dans tel pays parce que en termes d'organisation, c'est mieux. Mais du coup, ça ne fait pas progresser les autres pays. Vous avez le sentiment que d'avoir fait là les championnats d'Afrique à Sabah, ça a fait progresser quelque chose? J'espère qu'en tout cas, qu'il y a des leçons qui ont été tirées de cette organisation et que justement, ça mettra un peu en alerte la fédération africaine d'athlétisme sur ces choses-là. On va en parler de la fédération du président de la fédération africaine qui est dirigé par, alors je retrouve non mes petits papiers, M. Ahmad Kalkaba Malboum, le colonel camerounais, déjà rien que ça, qui a déclaré au terme de ces Jeux: nous sommes un continent en développement, tout ne peut pas être parfait, nous devons être tolérants. Circuler, il n'y a rien à voir. Il prêche pour sa paroisse. Oui. Surtout qu'un mois avant, ils ont visité les installations, c'est super, tout va bien, que les primes n'ont pas été payées. Enfin, ça fait quand même beaucoup, quoi. Oui, ça fait beaucoup. Après, je pense que justement, l'idée, c'est pas juste de se dire que l'Afrique est en développement, parce qu'on pourrait le dire sur ce 1000 ans encore. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire, voilà, dans les fédérations sportives, trouver des gens, des anciens sportifs, des gens qui ont fait le métier. Quand j'ironie sur le fait qu'il est colonel, pourquoi les anciens sportifs dont vous faites partie, les anciennes têtes d'affiche et sportives concernées par l'Afrique, pourquoi ils n'arrivent pas à prendre la main? Après, c'est pas qu'en Afrique, c'est partout. Oui, c'est le même problème en France. Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a la politique et il y a le sport. Donc souvent, on fait le distinguo parce que le sportif, son boulot, c'est vraiment de faire des performances et c'est pas vraiment de s'occuper de l'aspect politique. Et c'est là où c'est vrai que finalement, quand on fait des championnats, c'est pour les sportifs, mais si on n'écoute pas les sportifs, c'est difficile d'organiser quelque chose qui va prendre en compte justement les contraintes, les programmations, etc. Donc après, on n'a pas la solution ni en France, parce qu'on a aussi ces réflexions-là de comment faire avancer le sport et même tout ce qui est organisation, visibilité. Mais je pense qu'il faut que les têtes d'affiche participent et il faut continuer. En tout cas, les sportifs qui sont motivés, qui ont envie que justement les choses évoluent, il faut qu'ils continuent justement et que peut-être un jour, ils auront cette opportunité de pouvoir basculer dans la politique et en tout cas aider à cette évolution, cette progression. Bon, alors l'athlétisme, ce n'est pas qu'à Sabah, c'est aussi Usain Bolt, qui n'est plus, bien sûr que si, mais qui n'est plus un athlète. Séni, est-ce que c'est compliqué, à votre avis, pour l'athlétisme, donc là, dans sa globalité, hommes et femmes confondus, de trouver un nouvel élan quand on a perdu quand on a perdu des pistes, qu'on ne voit plus, qu'on ne verra plus un tel sportif comme Usain Bolt, qui en plus a été battu par Justin Gatlin, qui a encore un problème de dopage avec ses coachs, par des journalistes infiltrés, il y a encore une histoire qui arrive, qui n'est pas très très jolie. Comment on fait? C'est comme tout à l'heure avec Serena Williams, en fait. C'est un athlète qui a réussi à dépasser le cadre de son sport. C'est devenu une superstar, évidemment, avec toutes les performances exceptionnelles qu'il a réalisées. Donc passer derrière, c'est quand même assez compliqué. Mais tout comme Serena, il faut laisser le temps aux athlètes qui arrivent derrière. Alors, pas forcément Gatlin, qui lui arrive de toute façon sur la fin de sa carrière et qui laissera
peut-être pas une trace aussi, enfin sûrement pas une trace aussi belle que Bolt parce Mais que il laissera c'était une trace, entaché. Mais voilà, il y a des athlètes qui vont arriver derrière et qui vont se faire un nom. C'est pas facile. Bolt, il a fait parce que c'est un athlète exceptionnel de marquer autant l'histoire de son sport. Il y a des athlètes qui vont être champions, qui vont gagner des titres, mais qui n'auront jamais l'aura d'un Usain Bolt parce que lui, c'était aussi le show, tout ce qu'il faisait à côté. Voilà, il a vraiment apporté une chose de plus à l'athlétisme. Mais je suis persuadée qu'il y a d'autres athlètes derrière qui vont arriver. Il y a d'autres athlètes derrière qui arrivent. Bah, comme il dit Usain Bolt, il dit laissez-leur le temps. C'est-à-dire que Usain Bolt, par son aura, par sa carrière, il a quand même suscité en fait des vocations chez beaucoup de jeunes. Donc je pense que c'est aussi grâce à lui qu'on a aussi des écoles d'athlétisme qui se remplissent tous les ans aussi parce qu'il les a fait rêver. Maintenant, c'est des plus jeunes, donc il faut leur laisser le temps de progresser. Mais un peu comme Serena, il y a aussi derrière peut-être des questions à se poser sur la densité, savoir pourquoi est-ce que derrière on a un écart important. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi un athlète exceptionnel. Donc c'est difficile de demander à chaque championnat d'avoir quelqu'un qui se rapproche du Usain Bolt et qui fera les mêmes performances. Par contre, je pense qu'il faut quand même du coup admirer les performances des personnes qui sont derrière, mais qui n'ont pas son niveau. On n'aura pas un Usain Bolt tous les 10 ans, c'est pas vrai. Alors justement, comme c'est une émission qui parle du bilan des femmes, on va terminer en parlant d'une femme dans l'athlétisme, Catherine Ibargüen, qui vient d'être nommée, pas nommée, mais qui vient d'être célébrée en tant que championne. Alors attendez, meilleure athlète 2018. Triple saut sur longueur, belle championne. Très belle championne. Moi, je trouve que c'est une belle personne de par le fait qu'elle a 34 ans. Elle est triple sauteuse, donc quand on sait, elle est colombienne, quand on sait les impacts que génère le triple saut, on peut être qu'admiratif parce que ça fait très longtemps qu'elle est sur les compétitions, etc. Et je pense que justement, par rapport au sport féminin, où on a toujours un peu ce cliché de la fin de carrière parce que à partir de 30 ans, vous vous faites vieille et puis il faut vite faire un enfant. Je trouve que c'est un beau modèle, lui montrer qu'elle a 34 ans et qu'elle a un corps qui est tout aussi jeune, tout aussi performant, qu'elle est elle est jeune et je pense que si elle peut susciter chez les jeunes filles cette envie de faire de l'athlé, du sport et même du triple saut passé 30 ans, je trouve ça génial. Mesdames, on va terminer cette émission qui vous était dédiée, puisque c'était le bilan des sportives féminines 2018. Siani, un prono pour la Coupe du Monde féminine? La France. D'accord. Ayodele? J'aimerais bien que la France gagne. Ça serait... En plus, à domicile, c'est quand même exactement, ce serait génial. Bon, écoutez, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, donc dans quelques jours. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et bonne fête à tous.